3 heures après que mon mari m'a jeté dehors, dans la nuit glaciale, le téléphone a sonné dans sa cuisine, et ce n'était pas moi au bout du fil. C'était une inspectrice de police. Elle lui a annoncé que sa femme était allongée sur un lit d'hôpital, avec une entaille à la tête, et qu'un SUV gris avait été aperçu, fuyant à toute vitesse l'endroit où elle était tombée. Elia allait franchir la porte de cette chambre d'hôpital, s'attendant à trouver une menteuse. Au lieu de cela, il allait découvrir une vérité, qu'il ne s'était jamais permis d'envisager. Mais avant tout cela, il y a eu une porte verrouillée, une lumière de Porsche qui s'éteint, et un homme que j'aimais depuis 18 ans, choisissant de croire la parole de son fils plutôt que la mienne. J'avais 50 ans, debout sur mon propre Porsche, vêtu d'un fin pull en laine, regardant mon mari tourner le verrou de l'intérieur. La neige tombait de biais sous la lumière de l'entrée, me cinglant les joues, tandis que Caleb se tenait derrière lui, avec la posture calme et satisfaite d'un homme qui vient de gagner une guerre, dont j'ignorais même l'existence. « Va-t'en, Ava », a dit Elia à travers la porte vitrée, sans même l'ouvrir complètement. « Je ne veux plus te voir, tant que l'argent ne sera pas rendu. »« Tu crois vraiment que je t'ai volé ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie, bien plus assurée que je ne le ressentais. « Je crois en mon fils. » 5 mots. 18 ans de mariage, réduit à 5 petits mots. C'était la dernière nuit de janvier, et la température avait chuté, bien en dessous de 0. Je portais un pull, un pantalon de détente, et les chaussures plates que je mettais pour traîner à la maison, rien de plus. Mon téléphone, mon portefeuille, mon manteau, et même mes médicaments pour la tension, étaient restés à l'intérieur, posés exactement là où je les avais laissés le matin même. Plus tôt dans la soirée, Caleb avait rassemblé mes affaires éparpillées dans la maison, et les avait enfermées dans notre chambre, affirmant à son père que je me préparais à fuir, car une femme qui ne compte pas disparaître, n'a pas besoin de garder son passeport à portée de main. Elia l'a cru. Il m'a donné 10 minutes pour partir, et a refusé de me laisser rentrer pour prendre mon téléphone, persuadé que j'utiliserais ces minutes pour effacer les preuves d'un acte que je n'avais pas commis. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas supplié. J'ai dit à Elia, aussi calmement que je le pouvais, avec les dents qui commençaient à claquer, que la banque enquêtait déjà sur des irrégularités sur le compte, et que c'était moi qui les avais signalées. Caleb m'a coupé, avant même que je puisse finir ma phrase. Ne la laisse pas gagner du temps, papa. Elle fait le coup depuis des semaines. J'ai regardé le visage de mon mari sous la lumière du Porsche, et j'ai compris, à cet instant précis, qu'il avait déjà rendu son verdict. Il ne m'avait pas posé une seule question juste. Il avait simplement prononcé une sentence, et s'attendait à ce que je la purge. J'ai reculé et quitté le Porsche, avant qu'il ne puisse appeler la police et prétendre que c'était moi qui causais un scandale. La porte s'est verrouillée derrière moi, avec un bruit que j'ai ressenti dans ma poitrine, plus que je ne l'ai entendu. Planté là, dans le froid, j'ai repensé à toutes ces années qui avaient mené à ce moment. J'ai pensé à cet hiver, où j'avais aidé Elia à se sortir de l'endettement après son premier divorce, à l'époque où il n'avait rien d'autre qu'un appartement en location, et un fils de 14 ans qui lui adressait à peine la parole. J'ai pensé à cette nuit, assise dans les urgences à 2 heures du matin, quand Caleb s'était cassé la jambe à 16 ans, lui tenant la main pendant qu'il pleurait, bien avant que l'un ou l'autre ne me considère comme un membre de la famille. J'ai pensé à ce semestre de frais de scolarité que j'avais discrètement payé, pour que Caleb n'ait pas à abandonner ses études, et aux bijoux, les bijoux de ma mère, que j'avais vendus sans rien dire à Elia, pour éviter que sa concession automobile ne fasse faillite pendant la récession. Plus rien de tout cela ne comptait désormais. Un dossier de documents falsifiés, et quelques phrases bien placées par Caleb, avaient effacé 18 ans d'histoire, en une seule soirée. J'ai commencé à marcher en direction de la station-service, située à un peu plus d'1 kilomètre sur la route, le seul endroit que je savais encore éclairer à cette heure-là. Le vent traversait mon pull, comme s'il n'existait pas. Mes chaussures se sont remplies de neige dès les premières centaines de mètres, et je sentais mes pieds perdre toute sensation, cette douleur sourde se transformant en quelque chose de bien pire. J'ai gardé les bras croisés sur ma poitrine, la tête baissée, comptant les boîtes aux lettres pour empêcher mon esprit de sombrer dans la panique. Quelque part, après la 3e ou 4e maison, j'ai entendu un moteur accélérer derrière moi.
Des phares ont balayé la route, trop éblouissants, et beaucoup trop rapides pour une rue résidentielle et calme à cette heure de la nuit. Je me suis retournée par réflexe, un vieil instinct hérité de mes années d'enquêtrice sur les fraudes, me dictant de jeter un œil au véhicule, et c'est là que mon pied a glissé sur une plaque de verglas. Je suis tombée lourdement, ma tempe heurtant violemment le trottoir. La dernière chose que j'ai vue, avant que le monde ne bascule et ne s'assombrisse sur les bords, c'était un SUV gris, tournant au ralenti à une courte distance, ses feux arrière brillant d'un rouge vif à travers la neige qui tombait. Quelque chose dans sa forme, et cette bosse sur le panneau arrière, m'était familier d'une manière qui m'a noué l'estomac. Même alors que je perdais connaissance, j'ai su qu'il ressemblait exactement à la voiture de Caleb. Je ne sais pas combien de temps je suis restée allongée là, dans la neige. La dernière chose dont je me souvienne, c'est la voix d'une femme, aiguë et paniquée, criant pour que quelqu'un appelle les secours. 3 heures plus tard, le téléphone a sonné dans la cuisine de mon mari. Mais la police n'appelait pas pour lui demander s'il voulait venir chercher sa femme. Ils appelaient, parce qu'ils avaient besoin qu'il vienne identifier ce qu'il restait de l'histoire, qu'ils croyaient pourtant si bien connaître. Pour comprendre comment j'ai fini seule sur cette route, il faut remonter 6 semaines en arrière, au jour où Caleb a débarqué sur le pas de notre porte, avec 2 valises, et une histoire sur une entreprise de la tech qui avait licencié la moitié de son personnel. Il a dit que sa petite amie l'avait quitté. Il a dit qu'il avait juste besoin de quelques mois, pour se remettre sur pied. J'ai regardé le visage d'Elia quand il a demandé si son fils pouvait s'installer chez nous, et j'ai dit oui, parce que j'aimais mon mari, et parce que je me souvenais de ce que l'on ressent, en regardant quelqu'un qu'on aime lutter, sans personne pour le rattraper. Je ne savais pas encore, que c'était moi qui serais prise au piège. Au cours des 2 premières semaines, j'ai remarqué certaines choses. Caleb passait des appels téléphoniques dans le jardin, faisant les 100 pas, sa voix baissant d'un ton dès que je m'approchais d'une fenêtre. Il a demandé plus d'une fois, de cette manière désinvolte qu'ont les gens pour tâter le terrain, combien la maison pourrait valoir si jamais nous la vendions. Je l'ai trouvé dans le bureau d'Elia à plusieurs reprises, feuilletant des dossiers qui ne le concernaient absolument pas. Il a suggéré, gentiment au début, puis avec plus d'insistance, que son père devrait ajouter son nom sur l'acte de propriété, juste au cas où il arriverait quelque chose. Il a dit à Elia, alors qu'il pensait que je n'écoutais pas, que j'étais devenue dominatrice avec les années, et que j'aimais garder mon mari dépendant de moi. J'ai passé 11 ans à enquêter sur les fraudes à l'assurance, avant de devenir consultante en risque, et les vieux réflexes ont la vie dure. J'ai commencé à remarquer le genre de détails, qui servaient autrefois à monter un dossier d'accusation, un email de la banque, signalant une connexion depuis un appareil inconnu. Une demande de virement de 85 000 €, vers un compte lié à une société écran dont je n'avais jamais entendu parler. Une photocopie de la signature d'Elia, laissée dans le bac de l'imprimante, répétée encore et encore comme un devoir d'école. Une application de montage audio installée sur l'ordinateur portable de Caleb, qui n'avait aucune raison d'y être. Des paiements effectués vers un site de paris sportif, à partir d'un compte enregistré au nom de la concession automobile d'Elia. Je ne l'ai pas confronté. Dans mon expérience, la confrontation ne fait qu'apprendre à un menteur à mieux se cacher. Au lieu de cela, j'ai discrètement signalé ces anomalies au service des fraudes de notre banque. J'ai pris en photo l'historique des appareils connectés, avant qu'ils ne puissent être effacés. J'ai appelé l'inspectrice Naomi Price, une personne avec qui j'avais travaillé des années auparavant, et je lui ai demandé, de façon officieuse, ce que je devais documenter. J'ai apporté des copies de tout cela à Linda Chen, mon avocate depuis près de 20 ans, en lui demandant de garder l'enquête secrète, pour que Caleb n'ait pas l'opportunité de détruire ce que j'avais trouvé. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la rapidité avec laquelle il s'est aperçu que je l'observais. Caleb a compris que je montais un dossier contre lui, et plutôt que de s'enfuir, il a décidé de prendre les devants. Il a construit sa propre histoire, et il l'a remarquablement bien construite. Il a créé un faux email, conçu pour faire croire qu'il venait de moi, et l'a envoyé à un agent immobilier de la région pour se renseigner sur une vente rapide. Il a imprimé un projet de contrat, avec mon nom tapé tout en bas.
Il a fait une capture d'écran de la demande de virement en attente, et l'a recadrée, de façon à ce qu'elle ressemble à une transaction finalisée, et non à une simple requête bloquée dans la file de vérification de la banque. Il a sorti la montre de mon beau-père de sa boîte, rangée dans le tiroir de ma commode, une montre que j'avais envoyée en réparation 3 semaines plus tôt, avec un reçu laissé dans un tiroir de mon bureau pour le prouver, et a laissé l'écrin vide derrière lui, pour qu'Elia le trouve. Le pire, c'était cet enregistrement. J'avais eu une conversation téléphonique avec Linda, concernant la mise en place d'une procuration médicale claire, au cas où Elia ferait un autre malaise, comme celui qu'il avait envoyé aux urgences ce printemps-là. Ce que j'avais réellement dit, c'était, si Elia devient incapable de prendre des décisions par lui-même à cause d'un AVC, nous devons mettre en place une procuration médicale claire. Caleb a passé ce fichier dans un logiciel de montage, et l'a réduit à quelques mots accablants: Elia n'aura plus le droit de décider. Nous devons avoir la procuration. Sorti de son contexte, on aurait dit une femme complotant pour prendre le contrôle de la vie de son mari. Caleb a livré ce mensonge à son père par petits morceaux, jamais d'un seul coup, toujours à des moments où Elia était fatiguée ou vulnérable. « Je ne veux pas briser ton mariage, papa, » disait-il, d'un ton doux et hésitant, comme un fils forcé de jouer un rôle qu'il ne veut pas. Mais peut-être qu'elle prévoit de partir depuis un moment. Il savait exactement sur quelle blessure appuyer. La première femme d'Elia avait vidé leur compte joint, avant de disparaître avec un autre homme, des années avant que je n'entre dans sa vie. Et Elia ne s'était jamais vraiment remis de n'avoir rien vu venir. Caleb s'est servi de cette vieille cicatrice comme d'un levier. « Tu n'as rien vu venir la dernière fois ?» a-t-il dit à son père un soir, alors que j'étais à l'étage, et que je ne pouvais entendre que le ton de sa voix. « Je veux juste éviter que ça se reproduise. » La nuit où tout a explosé, Caleb a étalé le dossier sur notre table de cuisine, tel un procureur présentant sa plaidoirie finale. Elia m'a confronté, mais il a refusé de me laisser voir l'intégralité des documents, se contentant de me montrer les pièces que Caleb voulait qu'il voie. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais celle qui avait signalé les mouvements bancaires en premier lieu. Caleb n'a pas perdu une seconde. Évidemment qu'elle va dire ça. La personne qui se fait prendre prétend toujours être celle qui a découvert le problème. Elia m'a interrogé sur le contrat de vente. Je lui ai répondu, en toute honnêteté, que la maison ne pouvait pas être vendue sans ma signature. Caleb a retourné mes propres mots contre moi, comme une arme. « Tu entends ça, papa ? Elle vient de dire que la maison est à elle. » C'est à cet instant précis qu'Elia a appris, pour la première fois de notre mariage, que son nom n'avait jamais figuré sur l'acte de propriété. Son visage a changé. Ce n'était pas de la colère, exactement, mais quelque chose qui ressemblait plutôt à de l'humiliation, cette douleur si particulière d'apprendre, devant son propre enfant, une chose que l'on aurait dû savoir depuis des années. J'ai essayé d'expliquer la chronologie des faits, de lui rappeler que j'avais acheté cette maison avant notre mariage, et que cela n'avait rien à voir avec une question de confiance, ou de méfiance. Il ne m'écoutait plus. Il regardait nos 18 ans de vie commune, être réarrangés pour former une histoire dans laquelle il était le dindon de la farce. Ce qui me hante le plus, quand je repense à cette scène dans la cuisine, ce n'est pas le visage d'Elia. C'est celui de Caleb, dans la demi-seconde avant que son père ne se tourne vers lui pour chercher confirmation. Ce n'était pas de la colère, mais de la peur. Je ne l'ai compris clairement, qu'une fois allongé dans la neige. Caleb ne voulait pas simplement me chasser de la maison ce soir-là. Il avait besoin que je sois éloigné de mon téléphone, et de mon ordinateur, avant que ce qu'il avait prévu ne puisse se dérouler sans mon interférence. La femme qui m'a trouvé s'appelait Marianne Foster, une infirmière à la retraite de 62 ans, qui rentrait de chez sa sœur, quand ses phares ont accroché une forme sombre, sur le bas-côté blanc de la route. Elle m'a dit plus tard, qu'elle m'avait presque prise pour une branche tombée, et que seule la forme d'un bras sur la neige, l'avait poussée à ralentir. Elle s'est garée sur le côté. Elle a appelé les secours, avant même de sortir de sa voiture. Elle gardait une couverture de survie dans son coffre, une habitude de ses 30 années de métier, et elle l'a enroulée autour de moi en attendant l'ambulance, tout en me parlant sans cesse, même si je ne pouvais pas lui répondre. Elle a remarqué un SUV gris qui s'éloignait de la zone,
ses feux arrière disparaissant au coin de la rue sans s'arrêter, et un instinct lui a dicté de mémoriser une partie de la plaque d'immatriculation, avant qu'elle ne disparaisse. Elle l'a écrite sur sa paume avec un stylo, car elle ne se faisait pas confiance pour s'en souvenir autrement. À l'hôpital Sainte-Catherine, le docteur Samuel Reed m'a diagnostiqué une hypothermie légère à modérée, une légère commotion cérébrale, une coupure à la tempe nécessitant des points de suture, et un rythme cardiaque irrégulier, provoqué par le froid et le choc subi par mon organisme. Il voulait me garder en observation pendant plusieurs heures, avant d'envisager de me laisser sortir. Je me souviens d'avoir émergé lentement, la lumière crue des néons m'agressant les yeux, le bip d'un moniteur rythmant mes pulsations, et la première pensée cohérente que j'ai eue, a été de demander l'heure. La deuxième, a été de demander à quelqu'un d'appeler l'inspectrice Naomi Price. Naomi est arrivée dans l'heure. Elle m'a immédiatement reconnue. Nous avions travaillé sur la même affaire de fraude à l'assurance des années plus tôt, à l'époque où je portais encore un insigne, au lieu de facturer des honoraires de consultante. Elle ne m'a pas prise dans ses bras, et n'a pas fait de chichi. Elle a tiré une chaise près du lit, et m'a demandé de tout lui raconter dans l'ordre, en commençant par le moment où Elia avait verrouillé la porte. Je lui ai expliqué qu'Elia m'avait jeté dehors. Que Caleb m'avait pris mon téléphone. Que le véhicule sur les lieux était très probablement celui de Caleb. Caleb savait que je travaillais discrètement avec le service des fraudes de la banque, ce qui signifiait qu'il avait une excellente raison de vouloir m'isoler ce soir-là. Naomi n'a pas tiré de conclusion hâtive. Elle m'a dit, en toute franchise, qu'il était tout à fait possible que la présence du SUV près de l'accident soit une coïncidence, et que le chagrin et la peur poussent souvent les gens à avoir des intentions malveillantes, là où il n'y a que de la malchance. Cependant, le fait que le véhicule de Caleb se trouvait dans les parages, et que le conducteur ne se soit pas arrêté pour secourir une femme inconsciente dans la neige, était un élément qui devait être examiné, peu importe les intentions. Les preuves ont commencé à affluer rapidement après ça. Marianne a fourni de mémoire une partie de la plaque d'immatriculation. Les images de vidéosurveillance de la station-service, située plus bas sur la route, montraient un SUV gris correspondant à celui de Caleb, passant quelques minutes seulement après mon départ de la maison. Les lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation ont confirmé que le véhicule avait fait demi-tour dans le quartier, avant de repartir. La banque a appelé pour signaler que quelqu'un venait de tenter de se connecter au compte signalé, pour annuler purement et simplement l'enquête pour fraude. La connexion a été retracée jusqu'à un appareil enregistré au nom de Caleb. Face au risque de voir les preuves supprimées à tout instant, les policiers ont agi vite, pour obtenir un mandat d'urgence afin de saisir ces appareils. Naomi a appelé Elia elle-même. Je n'entendais que sa partie de la conversation depuis mon lit d'hôpital, mais ce fut bref et direct. Monsieur Morgan, ici l'inspectrice Naomi Price. Votre femme se trouve à l'hôpital Sainte-Catherine. J'ai entendu un petit cri de panique à travers le combiné, même à quelques mètres de distance. À l'hôpital? Que s'est-il passé? Elle a été retrouvée inconsciente sur le bord de la route, souffrant d'hypothermie. Vous devez venir immédiatement. Il lui a demandé, apparemment, si je portais plainte contre lui. La réponse de Naomi fut glaciale. Vous devriez plutôt vous inquiéter de savoir si elle passera la nuit en toute sécurité. Caleb a essayé de l'empêcher de partir. Je n'ai appris les détails que plus tard, mais Elia m'a raconté que Caleb soutenait que je mettais tout cela en scène. Il prétendait que je m'étais délibérément mise en danger pour le culpabiliser, que la police essayait peut-être de le piéger pour qu'il s'incrimine, et qu'il ferait mieux d'appeler un avocat avant de se rendre où que ce soit. Elia a avoué que quelque chose dans le ton de Caleb, ce soir-là, lui avait enfin paru anormal, trop calculé, et beaucoup trop répété pour un fils soi-disant inquiet pour son père. « Comment sais-tu seulement que ta belle-mère a eu un accident ?» lui a demandé Elia. Caleb a hésité, puis a affirmé qu'il l'avait entendu pendant l'appel téléphonique. Mais Naomi n'avait jamais prononcé le mot accident. Elia est arrivé à l'hôpital peu de temps après. En s'approchant de ma chambre, il a vu 2 policiers postés devant la porte, un représentant du service des fraudes de la banque, ainsi que Linda Chen, mon avocate, déjà assise près du poste des infirmières avec un dossier sur les genoux. Sur une petite table,
près de l'entrée, reposait la montre de son père, scellée dans un sac transparent pour l'épreuve. Il est entré lentement. Il m'a regardé, avec le pansement blanc sur ma tempe, ma peau toujours pâle à cause du froid, la perfusion collée sur le dos de ma main, et quelque chose sur son visage s'est fissuré. Ensuite, Naomi s'est avancée, et a posé sur la table devant lui, une impression d'un arrêt sur image provenant de la caméra de la station-service. Elia a baissé les yeux vers la photo, fixant le conducteur au volant du SUV gris. Son visage a pris la couleur de la neige qui tombait derrière la fenêtre. Non, a-t-il murmuré, si doucement que je l'ai à peine entendu. C'est impossible. Elia est resté figé dans l'encadrement de la porte, pendant ce qui m'a semblé être une minute entière, avant de se forcer à marcher vers le lit. Je l'ai regardé m'examiner de la tête aux pieds, de la même manière que l'on évalue les dégâts après une violente tempête. Le pansement sur ma tempe, la pâleur de ma peau, le tube de la perfusion fixé sur ma main, et le sac d'hôpital en plastique, posé sur la chaise, contenant mon pull trempé et ruiné. Il a remarqué mes pieds en dernier, les légères gelures le long de mes orteils, et son expression s'est effondrée lorsqu'il a compris ce que cela signifiait. Il m'avait envoyé au beau milieu d'une tempête de neige, sans manteau, sans chaussures adaptées au climat, et sans même mon téléphone pour appeler à l'aide. Ava, a-t-il dit. Je ne savais pas. Tu savais qu'il neigeait, ai-je répondu. J'ai gardé une voix calme. Il ne servait à rien de hausser le ton. Certaines vérités frappent plus fort, lorsqu'elles sont dites doucement. Naomi s'est approchée, et a de nouveau soulevé la capture d'écran imprimée, expliquant à Elia ce qu'elle montrait réellement, le SUV de Caleb, près de l'endroit où j'étais tombé, avec un horodatage indiquant seulement quelques minutes après mon départ de la maison. Elle était prudente, professionnelle, refusant d'exagérer ce que la photo pouvait ou ne pouvait pas prouver. Elle ne montrait pas d'intention. Elle ne prouvait pas qu'il avait voulu me renverser de la route, mais elle prouvait qu'il était là. Elle prouvait qu'il m'avait vu. Elle prouvait qu'il ne s'était pas arrêté, qu'il n'avait pas appelé les secours, et qu'il était rentré chez lui ensuite, pour jurer à son père qu'il n'avait pas quitté le salon. Elia a secoué la tête, presque par réflexe. Caleb était à la maison avec moi. Naomi a disposé les données du lecteur de plaque d'immatriculation à côté de la photographie, les horodatages s'alignant comme un registre ne laissant aucune place à la contestation. J'ai regardé les certitudes de mon mari voler en éclats en temps réel, je l'ai vu arriver lentement, et contre tout ce qu'il voulait croire, à la même conclusion qu'il avait formulée sur le seuil de la porte. Non, a-t-il répété. C'est impossible. Ensuite, ce fut au tour de Linda. Elle a expliqué, avec ce ton calme et posé qu'elle utilisait devant les jurys, que j'avais envoyé la montre du père d'Elia en réparation, 3 semaines auparavant. Elle avait le reçu. La bijouterie possédait les images de vidéosurveillance du dépôt, horodatées et datées, avec ma signature sur le formulaire de prise en charge. Caleb, a-t-elle expliqué, s'était rendu à la boutique par la suite et l'avait récupérée sous de faux prétextes, affirmant venir la chercher au nom de son père. Il avait laissé la boîte vide dans mon tiroir, pour que quelqu'un la trouve exactement au bon moment. Entre-temps, les policiers avaient localisé la montre elle-même, cachée dans un compartiment sous le siège conducteur de la voiture de Caleb. J'ai vu quelque chose basculer dans le regard d'Elia. Le dossier que Caleb avait monté n'était pas composé de preuves. Ce n'était qu'une simple mise en scène. Le représentant du service des fraudes a pris la parole ensuite, exposant la transaction que Caleb avait utilisée comme pièce maîtresse de son plan. Je n'avais pas retiré 85 000 €. J'avais moi-même signalé cette requête suspecte, des jours avant qu'Elia ne voie la moindre capture d'écran imprimée. Le transfert provenait de la vieille tablette d'Elia, un appareil qu'il n'utilisait presque plus. Le code de vérification, censé confirmer la transaction, avait été redirigé vers un numéro de téléphone prépayé, relié à Caleb. Le compte destinataire appartenait à une SARL que Caleb avait enregistrée, en utilisant le nom d'un vieil ami pour ne pas faire figurer le sien sur les papiers officiels. Elia ne pouvait plus me regarder en face. Il gardait les yeux fixés sur le dossier apporté par Linda, comme si, en le fixant assez intensément, il pouvait réarranger les faits pour qu'ils reprennent la forme à laquelle il croyait le matin même.
Il a faiblement tenté de justifier que les preuves de Caleb lui avaient semblé convaincantes sur le moment. Il a affirmé qu'il voulait seulement que je parte pour une nuit. Il a juré qu'il avait prévu de venir me chercher lui-même, dès le lendemain matin. Je lui ai posé la seule question qui comptait. Tu as éteint la lumière du Porsche, alors que j'étais encore debout dessus. Où pensais-tu exactement que j'allais aller? Il n'avait aucune réponse à me donner. Je n'en attendais aucune. Je veux être honnête sur un point ici, car je pense que c'est bien plus important que le drame de la révélation elle-même. Je ne lui ai pas pardonné dans cette chambre d'hôpital. Je n'ai pas ressenti de vague de soulagement laver ma colère, simplement parce que la vérité avait enfin éclaté au grand jour. Caleb avait construit ce mensonge, c'est vrai, mais c'était la main d'Elia qui avait tourné le verrou. C'est Elia qui avait choisi de ne pas me poser une seule question, avant de rendre son jugement. Je le lui ai dit clairement, sans élever la voix. Caleb a bâti ce mensonge, mais c'est toi qui as ouvert la porte et qui m'as poussé dedans. Il n'a eu aucune réponse à cela non plus. Certains silences en disent plus long que n'importe quelles excuses. Le téléphone de Naomi a sonné, avant que cet instant ne s'éternise. Elle a fait quelques pas pour prendre l'appel, son expression se durcissant au fil de son écoute. Lorsqu'elle est revenue, elle nous a annoncé que l'équipe de perquisition avait fouillé la chambre de Caleb, à la maison. Ce qu'ils y avaient trouvé dépassait tout ce que nous aurions pu imaginer. Une copie de l'acte de propriété de notre maison, mon nom entouré au stylo, comme un problème à résoudre. Des feuilles de papier couvertes de la signature d'Elia, répétées encore et encore, jusqu'à devenir presque parfaites. Un projet de contrat, transférant la propriété de la maison au nom de Caleb. Un email non envoyé à une société de prêt, patientant toujours dans le dossier des brouillons. Et, dissimulé sous tout cela, une police d'assurance vie fraîchement souscrite, 750 000 €, établie sur la vie d'Elia. L'unique bénéficiaire était Caleb. La signature d'Elia figurait également sur ce document. Elle était falsifiée, tout comme le reste. Naomi nous a exposé les faits méthodiquement, comme elle avait dû le faire pour une centaine d'affaires avant la mienne, prenant soin de ne pas émettre d'hypothèses au-delà de ce que les preuves permettaient de confirmer. Caleb n'avait pas seulement l'intention de voler 85 000 €. Ce montant n'était que son premier mouvement. Le plan, une fois que l'on alignait toutes les pièces ensemble, comportait 4 étapes. Premièrement, convaincre Elia que j'étais celle qui le trahissait. Deuxièmement, me chasser de la maison, et me couper tout accès à mon téléphone et à mon ordinateur, avant que je ne puisse intervenir. Troisièmement, persuader Elia de lui signer une procuration financière, présentée comme un moyen de se protéger contre une épouse à qui l'on ne pouvait plus faire confiance. Quatrièmement, utiliser ce pouvoir, pour contracter d'énormes emprunts sur la maison et sur la concession automobile. Ce que Caleb n'avait pas prévu, c'est la nature du terrain sur lequel il pensait se tenir. La maison n'avait jamais appartenu à Elia pour pouvoir l'hypothéquer. Je l'avais achetée en 2002, des années avant qu'Elia et moi ne nous rencontrions, et seul mon nom figurait sur l'acte de propriété. La contribution d'Elia au fil des années était encadrée par un accord financier distinct, que Linda avait rédigé au début de notre mariage, et qui nous protégeait tous les deux. La concession supportait une dette dont je m'étais portée garante sous condition, et Linda avait déjà préparé les documents pour révoquer cette garantie, dès l'instant où la fraude serait avérée. Caleb avait bâti un stratagème élaboré, sur des fondations qui ne lui avaient jamais appartenu. Naomi a diffusé l'enregistrement complet, et non monté, de mon appel avec Linda, celui que Caleb avait réduit à quelques mots accusateurs. Dans la version originale, je parlais de la mise en place d'une procuration médicale claire, suite au vertige d'Elia au printemps dernier. Je veux qu'Elia continue de prendre ses propres décisions le plus longtemps possible, disait ma voix enregistrée. La procuration ne devrait prendre effet que s'il perd la capacité de penser clairement par lui-même. Caleb avait complètement coupé la première moitié, ne laissant qu'une phrase qui donnait l'impression d'une femme machiavélique, cherchant à priver son mari de ses droits. Entendre la version intégrale, avec ma propre voix, résonner dans cette chambre d'hôpital stérile, m'a offert une forme de réhabilitation. Mais je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai seulement ressenti de l'épuisement.
Le tableau financier qui a émergé de la perquisition était accablant. Caleb devait plus de 140 000 €, répartis entre 3 prêteurs privés, qui n'accordent généralement pas le même genre de patience que les banques. Il avait utilisé des documents de la concession comme garantie, à l'insu d'Elia. Un prêteur lui avait donné une semaine pour réunir 60 000 €, sous peine de conséquences qu'il ne souhaitait manifestement pas décrire à la police. Il pensait, avec cette logique désespérée que crée l'endettement, qu'hypothéquer notre maison résoudrait tous ses problèmes. Une part de ressentiment se mêlait aussi à ce désespoir. 3 mois plus tôt, j'avais refusé de lui donner de l'argent liquide pour couvrir une dette de jeu. Je lui avais dit calmement que je paierais pour un traitement, pour un vrai programme de réhabilitation, mais que je ne financerais pas son addiction en elle-même. Je paierai pour que tu obtiennes de l'aide, lui avais-je dit. Je ne paierai pas pour que tu continues de parier. Il avait raconté à son père, par la suite, que je le détestais, et que je voulais qu'il soit totalement exclu de la famille. Ce n'était pas vrai, mais c'était utile. Et Caleb n'avait jamais hésité à se servir de tout ce qui lui était utile. Assise dans ce lit d'hôpital, je me suis retrouvée à rappeler à Elia des années de signaux d'alarme qu'il avait choisi d'ignorer. Caleb prenant la carte de crédit de son père sans demander, mentant sur l'obtention de son diplôme, empruntant de l'argent à sa tante, pour ensuite le nier en la regardant droit dans les yeux. Un accident de voiture alors qu'il conduisait sous influence, qu'Elia avait discrètement payé pour étouffer l'affaire, plutôt que de laisser son fils affronter de véritables conséquences. « Tu n'as pas protégé Caleb, lui ai-je dit. Tu lui as appris que chaque conséquence pouvait être effacée par l'argent de son père. » J'ai regardé cette vérité frapper plus fort que tout ce que j'avais dit de toute la nuit. Plus fort que les signatures falsifiées. Plus fort que la police d'assurance. Un homme encaisse plus facilement les preuves d'un crime que l'idée d'avoir lui-même façonné la personne capable de le commettre. Linda a sorti l'acte de propriété pour régler la dernière zone de confusion. J'avais acheté la maison en 2002. Elia s'y était installé en 2007. Nous nous étions mariés en 2008. Son nom n'y avait jamais été ajouté, non par besoin de garder un secret, mais parce qu'il réglait encore des obligations financières issues de son premier divorce lorsque nous nous sommes mariés, et le bon moment ne s'était jamais vraiment présenté pour aborder de nouveau le sujet. J'avais un jour suggéré de rédiger un droit de résidence viager à son nom, garantissant qu'il ne perdrait jamais son foyer, quoi qu'il se passe entre nous. Les documents étaient restés non signés pendant des années, parce qu'il remettait toujours ça à plus tard. Je ne m'étais pas servi de la maison comme d'un moyen de pression, ou d'une arme. Je l'avais discrètement conservé, comme le seul endroit solide sous mes pieds, que personne ne pourrait jamais m'enlever. J'ai pris quelques décisions ce soir-là, et je les ai annoncées clairement, sans les adoucir pour le confort de qui que ce soit. Elia ne rentrerait pas à la maison, tant que l'enquête serait en cours. Il pourrait venir récupérer ses affaires personnelles, uniquement en présence d'un policier. Caleb avait d'interdiction formelle d'accéder à la propriété. Je lancerai la procédure pour révoquer ma garantie sur les dettes frauduleuses de la concession, et pour mettre fin à notre mariage lui-même. Cependant, cette dernière décision ne serait pas prise ce soir, sous des lumières de néon, avec des points de suture encore frais sur mon crâne. Elia m'a demandé, à voix basse, de ne pas mettre un terme à notre histoire. Tu as mis un terme à mon sentiment de sécurité, à la seconde où tu as tourné ce verrou, lui ai-je répondu. Tout ce qui suit m'appartient, et je le déciderai en mon temps. Naomi est rentrée dans la pièce avant qu'il ne puisse répondre. Son visage était plus tendu que je ne l'avais vu de toute la nuit. Caleb, a-t-elle annoncé, était retourné à la maison. Les images de la caméra de la sonnette l'avaient filmé dans le garage, versant de l'essence, tentant de brûler une boîte de documents dans un bidon en métal. Des agents étaient déjà en route. Le visage d'Elia s'est vidé du peu de couleur que les lumières de l'hôpital lui avaient laissé. Son fils n'essayait plus simplement d'effacer des preuves. Il était prêt à réduire la maison elle-même en cendres, alors même qu'il prétendait, un instant plus tôt, vouloir seulement la protéger. Les policiers sont arrivés à la maison, avant que le feu dans le garage ne puisse se propager au-delà du fût métallique que Caleb avait utilisé. Ce qu'ils y ont découvert a permis de combler les dernières lacunes de l'affaire.
De l'essence, des copies déchirées de relevés bancaires, un ordinateur portable dont l'écran avait été fracassé, comme s'il avait essayé de le détruire à main nue. Un téléphone prépayé. Le faux contrat transférant la propriété de la maison, ainsi que des messages textuels menaçants, provenant d'au moins un de ses prêteurs, le genre de message qui précisait que son délai d'une semaine pour fournir 60 000 €, était déjà écoulé. Caleb a été arrêté ce soir-là. Les chefs d'inculpation qui ont suivi étaient graves et méticuleusement préparés: usurpation d'identité, falsification de documents, accès non autorisé à des comptes financiers, altération de preuves et destruction de biens par le feu. Naomi a été honnête avec nous concernant l'accident sur la route. Les images montraient Caleb ralentissant près de l'endroit où j'étais tombé, puis poursuivant sa route, ce qui justifiait une accusation de délit de fuite, mais il n'y avait pas assez d'éléments pour prouver qu'il avait délibérément essayé de me blesser. J'ai apprécié cette honnêteté plus que je ne saurais le dire. Il aurait été facile de transformer cette histoire en quelque chose de plus manichéen, et de plus satisfaisant, Caleb en tant que meurtrier en puissance. Mais ce n'était pas ce que les preuves montraient, et je ne voulais pas d'une version de la vérité exagérée, par rapport à ce qui s'était réellement passé. J'ai pu quitter l'hôpital 2 jours plus tard, encore faible, et bougeant prudemment pour ne pas tirer sur les points de suture de ma tempe. Elia et moi avons tous deux assisté à l'audience initiale de Caleb, assis à plusieurs rangées d'écart, dans un tribunal qui sentait la vieille cire à bois et l'anxiété. Caleb paraissait plus petit que dans mes souvenirs, dépouillé de cette contenance qu'il portait toujours sur lui, comme une seconde peau. Il s'est d'abord adressé à son père, sa voix basse et suppliante. « J'ai fait tout ça pour te protéger d'elle. » La réponse d'Elia est tombée, cinglante. « En la laissant mourir de froid dans la neige ?» Caleb a immédiatement nié, insistant sur le fait qu'il m'avait suivi uniquement pour s'assurer que je quittais bien le quartier, rien de plus. Naomi nous avait déjà montré les images de sa voiture, ralentissant en me dépassant sur la route, avant de continuer sans s'arrêter. Il n'avait aucune réponse pour expliquer cet horodatage, et, l'espace d'un instant, son sang-froid s'est suffisamment effrité, pour que j'aperçoive furtivement l'homme effrayé caché sous la performance. Il s'est ensuite tourné vers moi, et un peu de son ancienne froideur a refait surface sur son visage. Cette maison devait appartenir à cette famille. J'ai été ta famille pendant 18 ans, lui ai-je rétorqué. Tu ne t'es souvenu de ce mot, que lorsque tu as voulu en tirer profit. Elia a fait face à son propre jugement dans le couloir du tribunal, juste après. Caleb, se voyant accorder une dernière chance avant d'être emmené, a supplié son père de payer sa caution, tout comme il avait couvert toutes les conséquences de ses actes par le passé. C'était, à sa manière, l'épreuve finale de tout ce que j'avais dit à Elia dans cette chambre d'hôpital. Pour la première fois en 18 ans, il a dit non. « Tu dois affronter ce que tu as fait », a-t-il dit à son fils. Le masque de Caleb s'est alors totalement brisé, et il a retourné ses accusations, me reprochant de lui voler son père. La réponse d'Elia m'a surprise, plus que toute autre chose ce jour-là. « Non », a-t-il répondu. « C'est toi qui m'as montré l'homme que je m'étais permis de devenir. » Ce n'était pas un pardon. Pas pour moi, du moins, pas encore. Mais c'était le premier vrai signe d'un homme, qui commençait à assumer la responsabilité de ses propres choix, au lieu de refiler l'addition à quelqu'un d'autre, comme il l'avait toujours fait. Linda a passé les semaines suivantes à démêler le désastre financier. Caleb n'avait aucun droit légal sur la maison. Ce point n'avait jamais été remis en question, mais il a été formellement, et définitivement confirmé. Son nom a été retiré des bénéficiaires de chaque compte, et de chaque fiducie liée à Elia. Je n'assumais aucune responsabilité pour les dettes qu'il avait accumulées, en utilisant le nom de la concession. L'entreprise elle-même nécessiterait une restructuration, mais Linda avait protégé la majeure partie de ses actifs contre les faux documents, avant que des dommages réels ne soient causés. Mes propres biens, dont la maison, sont restés entièrement séparés et intacts. La question plus importante, celle de l'avenir de mon mariage, a mis plus de temps à trouver sa réponse. Elia a demandé à rentrer à la maison, pour recommencer à zéro, pour essayer de reconstruire ce que 18 années n'avaient apparemment pas suffi à protéger. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela,
Quelques jours plus tard, je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur, se trouvait un accord de séparation légale, un arrangement temporaire pour diviser nos affaires, une liste de ce qu'il pouvait emporter de la maison. Et, glissé derrière les documents légaux, les informations pour un bail de 6 mois, dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le premier mois était déjà payé, pour qu'il ne se retrouve pas sans toit au beau milieu de l'hiver, et ce, malgré tout ce qu'il m'avait fait. Il a regardé le dossier pendant un long moment, avant de prendre la parole. Après tout ce que je t'ai fait, tu m'aides encore. Je ne veux pas que tu meures de froid dehors, lui ai-je dit. C'est la différence entre nous. Je le pensais comme un simple fait, et non comme une démonstration de vertu. Certaines personnes confondent la pitié avec de la faiblesse. Je n'ai jamais cru que les deux choses étaient identiques. Il a de nouveau baissé les yeux vers les papiers de séparation, et je l'ai regardé chercher ses mots, essayant de trouver quelque chose à dire qui pourrait changer l'issue de la situation. Y a-t-il la moindre chance pour nous, a-t-il fini par demander. Pas pour le mariage que nous avions, lui ai-je répondu. Je n'en ai pas dit plus. Je n'avais pas encore décidé si quelque chose d'autre pourrait exister de l'autre côté de ce que nous avions tous les deux traversé, et je n'allais pas fabriquer de faux espoirs, juste pour adoucir le moment pour lui. Certaines portes se ferment définitivement. D'autres ont simplement besoin de temps, avant que l'on ne sache devant quel type de porte l'on se trouve. 6 mois se sont écoulés, avant que les dernières conséquences de cet hiver-là ne se mettent définitivement en place. Caleb a accepté de plaider coupable auprès du procureur, plutôt que de risquer un procès. Il a été condamné à une peine de prison ferme, assortie d'une mise à l'épreuve financière, et d'une ordonnance de dédommagement qui le suivra pendant des années. Dans le cadre de sa condamnation, il a intégré un programme obligatoire de traitement de l'addiction aux jeux de hasard, au sein même de l'établissement pénitentiaire. L'incident sur la route n'est jamais devenu un chef d'inculpation criminelle en soi. Il n'y avait pas assez de preuves pour démontrer l'intention de nuire, mais sa décision de me laisser inconsciente dans la neige au lieu de s'arrêter, a été officiellement notée dans le dossier de sa condamnation, une marque indélébile dans l'histoire de l'homme qu'il avait choisi d'être. Ce soir-là, Elia a vendu ses parts dans la concession pour rembourser les dettes légitimes que le stratagème de Caleb avait laissées derrière lui, et il a commencé à mener une vie bien plus simple qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il a commencé à assister à un groupe de soutien pour les parents d'enfants adultes luttant contre l'addiction, une démarche à laquelle je ne m'attendais pas de sa part, mais dont j'ai été discrètement heureuse d'entendre parler. Notre divorce a été prononcé au début de l'été. J'ai pris ma propre décision concernant la maison peu de temps après. Je ne l'ai pas cédée à une œuvre caritative dans un grand geste dramatique, comme c'est parfois le cas dans ce genre d'histoire. Jouer une générosité que je ne ressens pas pleinement, ne m'intéresse pas. Au lieu de cela, je l'ai vendue. Je ne pouvais pas m'imaginer continuer à vivre dans l'endroit où mon propre mari m'avait enfermé dehors en pleine tempête de neige, peu importe les belles années qui s'y étaient déroulées avant cette nuit-là. Avec une partie des bénéfices, j'ai acheté une maison plus petite près du lac d'Annecy, assez proche pour entendre le clapotis de l'eau certains matins, quand le vent souffle dans la bonne direction. Avec une autre partie, j'ai créé un fonds d'aide juridique pour les femmes de plus de 45 ans, confrontées à des abus financiers au sein de leur mariage. Des femmes qui découvrent souvent, comme je l'ai fait, que les personnes censées les protéger, peuvent tout aussi facilement devenir celles dont elles ont besoin d'être protégées. J'ai donné à ce fonds le nom de ma mère, et non le mien. C'est elle qui m'a appris, bien avant que tout ceci n'arrive, que la dignité n'a pas besoin de faire de bruit. Elle n'a pas besoin d'un public. Elle a juste besoin d'être vraie. Elia est venue me voir à ma nouvelle maison, une fois vers la fin de cet été-là, pour me rendre un vieux trousseau de clés, qui n'ouvrait plus rien de ce qui m'appartenait. Il est resté sur le porche un instant, avant que je ne l'invite à entrer, et j'ai remarqué qu'il n'avait pas essayé de forcer cette ligne invisible, comme il l'aurait peut-être fait autrefois. Je pensais qu'en t'enfermant dehors cette nuit-là, je protégeais notre famille, a-t-il dit. La famille n'a pas besoin d'être protégée de la vérité, lui ai-je répondu. Il s'est excusé pour bien plus que le simple fait d'avoir cru Caleb. Il s'est excusé de ne pas m'avoir posé une seule question, avant de prendre sa décision.
De ne pas avoir fait confiance à 18 ans d'histoire commune, face à un dossier rempli de mensonges. D'avoir fait passer son propre confort avant ma sécurité, cette nuit-là. De s'être servi d'une tempête de neige comme d'une punition. J'ai accepté ses excuses. Je veux être honnête à ce sujet, parce que je pense que c'est important. Accepter des excuses, ce n'est pas la même chose qu'inviter à nouveau quelqu'un dans sa vie. Je le lui ai dit ouvertement. Le pardon ne vient pas avec une clé, lui ai-je dit. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait, et puis il est parti. Je l'ai regardé retourner vers sa voiture depuis la fenêtre, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir, après tout cela. Pas du triomphe, ni même du soulagement, exactement. Juste de la tranquillité. Le genre de tranquillité qui ne vient qu'après en avoir été privé pendant très longtemps. Ce soir-là, la neige a recommencé à tomber, légère et paisible, se déposant sur la nouvelle allée de la même façon qu'elle s'était déposée sur l'ancienne, 6 mois plus tôt. Mais cette fois-ci, tout était différent, et j'ai savouré chaque détail de cette différence. Je portais un manteau bien chaud. Mon téléphone était dans ma poche, complètement chargé, à ma disposition pour m'en servir comme bon me semblait. Mes clés étaient dans ma main, et non enfermées sous le contrôle des décisions de quelqu'un d'autre. J'étais celle qui allait décider ce soir, et toutes les nuits suivantes, si cette porte resterait ouverte, ou si elle resterait fermée. Marianne, la femme qui m'avait trouvée dans la neige cette nuit-là, et qui n'avait jamais rien demandé en retour, est venue dîner avec quelques-uns de mes amis. J'ai ouvert la porte pour les laisser entrer, à l'abri du froid. Le son de leur rire a rempli une maison qui n'avait jamais appartenu à personne d'autre qu'à moi. Il y a 6 mois, une porte s'est refermée derrière moi, lors de la nuit la plus glaciale de l'hiver. Je me souviens d'avoir pensé, à cet instant précis, que le bruit de ce verrou qui tournait, c'était le bruit de ma vie qui s'effondrait. J'avais tort. C'était le bruit d'une prison qui s'ouvrait. Elia a cru au mensonge de son fils, et m'a chassé de ma propre maison. Il a fallu la police, un lit d'hôpital, et une pile de documents falsifiés, pour lui ouvrir les yeux sur la vérité. Mais la vérité qui comptait le plus pour moi, n'a jamais été écrite sur aucun de ces papiers. Je n'ai pas besoin d'un homme qui ne me croit qu'une fois que les preuves sont étalées sous ses yeux. J'ai besoin de quelqu'un, qui croyait en qui j'étais, bien avant que la moindre preuve ne devienne nécessaire. Dehors, la neige a continué de tomber sur le nouveau chemin menant à ma porte. J'ai posé ma main contre l'encadrement, j'ai écouté mes amis rire derrière moi, et j'ai verrouillé la porte. Non pas pour empêcher quiconque d'entrer, mais pour protéger la paix qui résidait enfin à l'intérieur. Et cette fois-ci, la clé est restée dans ma main. J'aimerais beaucoup savoir comment vous imaginez le prochain chapitre de la vie d'Ava. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi de quelle ville, ou de quel pays, vous regardez cette vidéo ce soir. Je les lis absolument tous. Nous avons encore tellement d'autres histoires comme celle-ci qui vous attendent. Alors, cliquez sur « S'abonner » pour ne manquer aucun de ces moments. Continuons ce voyage ensemble.